Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, mais alors un sujet essentiel pour quiconque veut vraiment parler français, le présent de l'indicatif. Et attention, on est loin, très loin de la simple leçon de grammaire. Non, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment la clé qui ouvre les portes du monde francophone. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le présent, ce n'est pas juste de la conjugaison à apprendre par cœur. Non, c'est l'outil numéro 1 pour entrer dans une conversation, pour participer, bref, pour commencer à exister, à vivre dans la langue. Alors cette fameuse clé, pourquoi est-ce qu'elle est si importante ? Dans cette première partie, on va voir ensemble en quoi le présent est le socle, la véritable fondation de toute communication en français. Parce que, en fait, si on y réfléchit bien, le présent, c'est le pilier de nos conversations de tous les jours. C'est avec lui qu'on va décrire nos habitudes, qu'on va exprimer ce qu'on ressent, et bien sûr qu'on va parler de ce qui se passe là, maintenant. J'aime beaucoup cette image, l'idée du présent comme un appareil photo-linguistique. En gros, il prend un cliché instantané de la réalité. Ça peut être une action en train de se passer comme « il pleut », une habitude comme « je lis tous les soirs » ou même une vérité générale du style « la Terre tourne autour du Soleil ». Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, il est temps de passer au comment. Pour vraiment maîtriser ce temps, il y a une méthode moderne, super efficace, qui va mobiliser tous les sens. Et la méthode, elle est super simple. Elle tient en 4 mots, 4 actions. Écouter, écrire, lire et, bien sûr, parler. L'idée, c'est de ne pas voir la grammaire comme un truc isolé, mais de l'intégrer à travers ces 4 compétences. Et en les combinant, ce qui pouvait paraître abstrait devient concret, ça devient un vrai réflexe. Première étape, donc, l'écoute. L'idée, c'est de passer en mode écoute active. Pendant un trajet en voiture ou en transport, on met un podcast en français et l'objectif, c'est juste de tendre l'oreille et de chasser les verbes au présent. C'est une immersion toute simple, mais vraiment efficace. Deuxième point, l'écriture. Et là, l'exercice est tout simple, mais il est redoutable d'efficacité. Chaque jour, on prend 2 minutes pour écrire 3 petites phrases au présent. Je bois un café, je travaille sur un projet, je suis content. C'est tout. Mais à force, la grammaire s'ancre et devient automatique. Troisièmement, la lecture. C'est le moment de voir le présent en action, dans la vraie vie. On lit des articles de presse en ligne, et là on voit comment le présent est utilisé pour parler de notre monde, de ce qui se passe aujourd'hui. Ça rend la grammaire vivante, pertinente. Et on arrive à la dernière étape, la plus importante peut-être, parler. Parce que c'est là que tout prend son sens. On peut utiliser une appli d'échange linguistique pour tout simplement décrire ce qu'on fait à l'instant T. Là, je regarde par la fenêtre, je prépare le dîner. C'est le test grandeur nature. Bon, on a vu la méthode, maintenant il faut bien parler un peu de la mécanique. Mais pas de panique, il ne faut pas voir ça comme un manuel ennuyeux, mais plutôt comme le code de la route. Une fois qu'on le connaît, on peut conduire en toute confiance. Alors, regardons ensemble un verbe en ER, le groupe le plus courant comme parler. C'est là qu'on voit la logique à l'œuvre. Le modèle est super prévisible. On prend l'infinitif, on enlève le ER, ce qui nous donne le radical parle, et on n'a plus qu'à ajouter la bonne terminaison. C'est simple, c'est logique, c'est un système. Et là, on voit tout de suite la différence fondamentale. Pour un verbe régulier comme parler, le radical, la base parle, ne bouge jamais, c'est stable. En revanche, pour un verbe irrégulier comme venir, eh bien le radical change. On a vient pour je viens, mais ven pour nous venons. C'est cette petite variation qu'il faut juste mémoriser. Alors oui, les verbes irréguliers, ça peut faire un peu peur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas tout apprendre d'un coup. Le chemin vers la fluidité, il se fait pas à pas. En se concentrant d'abord sur les 4 plus courants, les piliers que sont être, avoir, aller et faire, on fait déjà un pas de géant. Ok, on a les règles, la structure, c'est bien. Mais une langue, c'est fait pour vivre. Il faut donc du vocabulaire, des expressions concrètes pour que la maison prenne forme et qu'on puisse vraiment communiquer. Et pour démarrer, une super astuce, c'est de se concentrer sur une petite dizaine de verbes essentiels, ceux qu'on utilise tout le temps, des verbes comme parler, comprendre, vivre ou travailler. Rien qu'en maîtrisant la conjugaison de ces 10 verbes, on peut déjà exprimer une quantité incroyable d'idées. Prenons une phrase toute simple, avec le verbe « apprendre ». Ce qui est intéressant ici, c'est que le présent est utilisé pour décrire une action qui a commencé dans le passé, il y a 6 mois, et qui continue aujourd'hui. C'est une utilisation du présent qui est super courante. Attention, voilà une nuance super importante en français, quelque chose qui change tout. Si on dit « je prépare le dîner », ça peut vouloir dire que c'est une habitude. Mais si on veut vraiment insister sur le fait que ça se passe là, maintenant,
On utilise l'expression « je suis en train de préparer le dîner ». C'est un petit détail qui rend le discours beaucoup plus précis. On arrive à la fin et c'est le moment de prendre un peu de hauteur. Parce qu'apprendre le présent, au fond, ce n'est pas juste une question de technique ou de mémorisation. C'est la construction de quelque chose de bien plus grand. Et pour vraiment boucler la boucle, écoutez bien cette idée parce qu'elle est fondamentale. Chaque petite victoire grammaticale, chaque fois qu'on utilise correctement « tu parles » ou « elle danse », ce n'est pas juste un exercice réussi. Non, c'est une brique de plus qu'on ajoute à sa nouvelle identité francophone. On ne fait pas que conjuguer un verbe, on construit sa place en tant que locuteur. Le présent, c'est vraiment le point de départ de cette aventure. Le passage d'un statut d'apprenant un peu passif à celui d'un acteur confiant de la langue. Alors, la vraie question à se poser, c'est « est-on prêt à faire ce premier pas et à transformer pour de bon son rapport à la langue française ?» Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui peut sembler très scolaire, presque un peu traumatisant pour certains. Ah oui. Le présent de l'indicatif en français. On a tous ces souvenirs de tableaux de conjugaison, c'était interminable. Et pourtant, en parcourant les documents pour notre analyse, il y a une idée qui m'a vraiment frappé. Et si le présent, en fait, c'était pas une contrainte, mais au contraire la clé de la liberté en français? C'est une belle façon de voir les choses. Oui, l'outil qui permet de passer d'apprenant à locuteur, quoi. Celui qui peut vraiment exister dans une conversation, que ce soit pour commander un café à Paris ou juste pour raconter sa journée. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu ça, non? Laisser les tableaux de côté et trouver le mode d'emploi vivant, pratique, de ce temps qui est finalement le cœur de la langue. C'est exactement la bonne approche. On oublie trop souvent que le présent, c'est le temps par défaut, c'est celui de la réalité. C'est le tout premier outil qu'on utilise pour dire « je suis là, je pense ça, je fais ci ». Et les documents qu'on a analysés sont très clairs là-dessus. La maîtrise du présent, c'est moins une question de mémorisation brute que de stratégie et d'immersion. Pour y voir clair, on va suivre un peu ce fil de pensée. D'abord, on va voir comment changer notre regard sur l'apprentissage pour le rendre beaucoup plus actif, plus sensoriel. D'accord. Ensuite, on se penchera sur la mécanique, mais sans se noyer dans les détails, en cherchant la logique derrière les fameux 3 groupes. Et enfin, on verra que la grammaire, elle ne vit vraiment que quand elle est associée à un vocabulaire et à des expressions qui lui donnent tout son sens. Parfait, ça me parle complètement. Commençons par cette idée de changer de regard. En lisant les sources, il y a une image qui a vraiment tout changé pour moi. Ah oui, Celle de l'appareil photolinguistique. J'ai trouvé ça génial. c'est très parlant. D'un coup, le présent, ce n'est plus une règle de grammaire. C'est un outil pour figer un instant, pour capturer la réalité. C'est puissant, non? Quand on dit « je travaille à Montréal », on fait bien plus que conjuguer un verbe. On prend une photo de notre vie à un instant T. Absolument. Et une phrase comme « nous voyageons chaque été », ça capture une habitude, un rituel qui nous définit. Ça change toute la perspective. Tout à fait. Et cette image, elle est au cœur de l'approche multisensorielle que les auteurs préconisent. L'idée est simple. Pour qu'une structure linguistique devienne un réflexe, il faut que le cerveau la reçoive par plusieurs canaux différents. Il faut la voir, l'entendre, la prononcer, l'écrire. D'accord, l'intégrer complètement. C'est ça. C'est comme ça qu'on crée ce que les documents appellent des connexions neuronales solides. Prenons le premier canal, l'écoute. Le conseil est très concret. Écoutez un podcast en français, non pas passivement, mais en mode chasseur de verbes. Chasseur de verbes, j'aime bien. L'objectif est de repérer chaque verbe au présent et de le noter. On entraîne son oreille à reconnaître la musique de ce temps verbal dans un flux naturel. C'est ludique, oui. Mais ensuite, il faut bien se lancer et parler. Et c'est souvent là que ça bloque. On a peur de faire des erreurs. Et c'est là qu'intervient la deuxième technique que les documents nomment l'immersion consciente. C'est une pratique qu'on peut faire seul, sans la pression du jugement. Ah. Le principe est de se raconter sa propre vie, à voix haute, au fur et à mesure qu'on la vit. Le matin, en préparant son café, je me lève, je vais dans la cuisine, je prends une tasse, je verse le café. D'accord. Ça peut sembler simpliste, mais en faisant ça, on associe directement le mot à l'action. Le verbe n'est plus un concept abstrait, il devient le son de notre propre réalité. J'imagine que ça devient intéressant quand on arrive à des actions plus complexes. Oui. Je tente désespérément de trouver des chaussettes assorties. Le vocabulaire du quotidien est un défi en soi. Mais je vois l'idée, on transforme une routine passive en un exercice actif. Et pour l'écriture et la lecture, comment on applique ce principe? Excellente question. J'ai du mal à voir comment on peut rendre la lecture une activité passive par nature aussi engageante. Alors pour l'écriture, la méthode est directe, le journal de bord.
Mais attention, pas besoin d'écrire des pages. L'exercice proposé, c'est d'écrire seulement 3 phrases chaque jour. Juste 3. Oui, mais 3 phrases au présent, qui décrivent quelque chose de la journée. Aujourd'hui, le soleil brille. Je travaille sur un projet important. Je me sens fatigué. Cette discipline, même minimale, ancre la structure sujet-verbe-complément et automatise les terminaisons. D'accord. Et pour la lecture, l'astuce pour la rendre active, c'est de choisir le bon support. Les articles de presse en ligne, pourquoi ça? Parce que l'actualité est par définition ancrée dans le présent. Lire un article sur un événement récent, c'est voir le présent utilisé dans son habitat naturel pour décrire des faits, des situations en cours. C'est bien plus vivant qu'un texte de manuel. C'est vrai, cette idée de s'immerger au quotidien est excellente, mais j'imagine que beaucoup, comme moi, se heurtent vite à un mur. La conjugaison. La pure mécanique de la conjugaison, oui, on peut décrire son café autant qu'on veut, mais si on ne sait pas si on doit dire « je finis » ou « je finis », on reste bloqué. Comment les sources nous aident à ne pas juste mémoriser, mais vraiment intégrer ces fameuses terminaisons? C'est le passage obligé, c'est sûr, mais on peut le rendre beaucoup moins intimidant. L'approche du guide, c'est de ne pas voir la conjugaison comme une liste infinie d'exceptions, mais comme un système organisé en 3 grandes familles de verbes. Pour mettre de l'ordre. Exactement. On met de l'ordre dans le chaos apparent. La première famille, le premier groupe, ce sont les verbes en ER. C'est le groupe le plus vaste et, heureusement, le plus régulier. C'est le modèle de base. Ok, on prend le verbe, par exemple, parler, on enlève le ER pour obtenir le radical parle, et on y colle les terminaisons qu'on finit tous par connaître. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Ok, celui-là, c'est le groupe qui nous donne confiance. C'est l'ami fiable de la conjugaison française. C'est ça. Et ensuite, ça se complique avec le deuxième groupe. Un peu, mais il reste très logique. Le deuxième groupe, ce sont les verbes en IR qui font leur participe présent en ISant. Le meilleur exemple, c'est finir. On dit en finissant. C'est le signe d'appartenance. D'accord, c'est l'indice. Voilà. La particularité, c'est l'apparition de ce son is aux personnes du pluriel. Les terminaisons sont is, it, isson, issé, isson. Donc pour finir, je finis, tu finis, il finit. Puis attention, le son change. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Une fois qu'on a repéré cette signature sonore, le SS du pluriel, on reconnaît ce groupe très facilement. C'est vrai que ce SS est un bon indice. Et puis, arrive le troisième groupe. La jungle, le territoire de tous les dangers, où chaque verbe semble avoir ses propres règles. Ah, le fameux troisième groupe. C'est lui qui décourage tout le monde. Au-delà de mémoriser être et avoir, est-ce que les documents proposent une stratégie pour s'attaquer au reste de ces verbes irréguliers, sans y passer des années? Absolument. La stratégie n'est pas de tout apprendre, mais de prioriser intelligemment. Ce groupe est un fourre-tout. Il contient tous les verbes qui ne sont ni dans le premier ni dans le deuxième. Mais parmi eux, une vingtaine de verbes constituent 80% de notre usage quotidien. Ah, quand même. Oui. L'idée est de se concentrer sur cela, et les sources insistent sur les 2 piliers absolus, être et avoir. Il faut les connaître par cœur, sans hésitation. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et ils sont partout. Partout! Ils servent d'auxiliaire pour former les temps composés comme le passé composé. Sans eux, impossible de raconter ce qui s'est passé hier. D'accord. Donc, on se concentre sur les plus utiles. Des verbes comme aller, venir, faire, prendre. Exactement. Et pour ces verbes, on remarque qu'ils sont souvent irréguliers, parce que leur radical change. Prenons venir. Je viens, mais nous venons. Le radical passe de vient à veine. C'est ça l'irrégularité. Mais même là, il y a des schémas qui se répètent. D'accord. Le plus important est de les apprendre en contexte, une phrase à la fois, plutôt que de réciter des listes. Et en parlant de structure, il y a un point fondamental que les documents mettent en avant et qui est une source d'erreur très fréquente. Lequel? La règle de l'accord sujet-verbe. Ah, voilà l'exemple qui me piège à chaque fois. J'ai lu ça dans le guide et je me suis reconnu. La phrase. Le groupe d'étudiants internationaux apprend le français. Oui. Mon cerveau veut instinctivement accorder les verbes avec étudiant et mettre un ENT à la fin. Mais non, le sujet grammatical, c'est le groupe, un nom singulier. Donc, apprend avec un D.
C'est un excellent rappel. C'est un point technique crucial, oui. Mais ce qui est fascinant, et c'est la prochaine étape de notre analyse, c'est que la conjugaison même parfaite ne suffit pas. C'est la combinaison de cette mécanique avec des mots et expressions spécifiques qui crée un discours fluide et naturel. On a le moteur. On a le moteur, la conjugaison. Maintenant, il nous faut le carburant et le GPS, c'est-à-dire le vocabulaire qui donne la direction et la nuance. J'aime cette métaphore. Alors, quels sont ces outils de précision qui viennent enrichir le présent simple? Le guide en analyse plusieurs, mais un des plus utiles, c'est l'expression « en train de » suivie de l'infinitif. En anglais, on a une différence claire entre « I cook » et « I am cooking ». Oui, Le français n'a pas cette distinction grammaticale dans le verbe lui-même. « Je prépare le dîner » peut vouloir dire que je le fais maintenant ou que c'est mon tour ce soir. L'expression « je suis en train de préparer le dîner » lève toute ambiguïté. c'est plus précis. Ça zoome sur l'action en cours, l'immédiateté. C'est un outil de précision redoutable. C'est vrai que c'est une nuance qu'on utilise tout le temps sans même y penser. Et pour marquer la différence entre une action unique et une habitude, C'est là que les adverbes de fréquence entrent en jeu. Ils agissent comme des panneaux de signalisation. Si on commence une phrase par d'habitude ou habituellement, on induit immédiatement que le verbe au présent qui va suivre décrit une routine. d'accord. D'habitude, je prends les transports en commun. On comprend tout de suite que ce n'est pas forcément ce que je fais aujourd'hui, mais ce qui est vrai en général. D'autres mots comme maintenant ou à présent servent au contraire à ancrer l'action dans le moment ou à marquer un changement. Avant, je n'aimais pas ça, mais maintenant, j'adore. Exactement. On voit se dessiner une sorte d'écosystème lexical autour du verbe. Ce ne sont pas des éléments isolés. Le verbe au présent est le soleil, et ces petits mots sont les planètes qui gravitent autour et qui définissent son sens. C'est une très bonne image. Les documents insistent aussi sur des mots-clés comme quotidien ou couramment. Par exemple, l'adverbe couramment est parfait pour décrire une compétence stable. Elle parle couramment français. C'est une phrase au présent, mais elle décrit un état presque permanent. Ah oui, tout à fait. C'est la maîtrise de ces combinaisons qui fait toute la différence. Comme dans la phrase d'exemple du guide, « D'habitude, j'écoute de la musique en travaillant ». Tout y est. L'adverbe pour la routine, le verbe au présent pour l'action principale et une autre structure pour la simultanéité. C'est la synthèse parfaite. La grammaire fournit le squelette, mais c'est ce vocabulaire et ces expressions qui lui donnent de la chair et qui le font vivre. C'est ce qui différencie une phrase correcte d'une phrase naturelle. Pour rendre tout ça encore plus concret, les sources proposent une liste de verbes fondamentaux, une sorte de top 10 des verbes de la vie de tous les jours. Ce serait une bonne idée de s'attarder sur quelques-uns. Oui, tout à fait. Prenons le premier, le plus évident, parler. L'exemple est simple, je parle français avec mes collègues. Direct, quotidien. Et juste à côté, on a son complément logique, comprendre. L'exemple est, je comprends parfaitement votre explication. On sent l'impact, le résultat immédiat. C'est la base de la communication. Exactement. Mais un autre duo est intéressant. Apprendre et vivre. L'exemple pour apprendre est elles apprennent à cuisiner des plats traditionnels. On a une idée de processus, d'action qui s'étend dans le temps. Alors que pour vivre, avec « je vis dans une petite ville près de la mer », on décrit un état, une situation stable. C'est une excellente remarque. Le même temps verbal pour des réalités temporelles très différentes. Oui. Et dans la liste, on trouve aussi les grands verbes d'action irréguliers. Faire et aller, par exemple. Que faites-vous ce week-end? Et je vais au marché tous les samedis. On ne peut pas avoir une conversation de 5 minutes sans utiliser l'un des deux. Ils sont absolument partout. Et enfin, il y a les verbes de modalité, qui expriment une volonté ou une capacité, comme vouloir et pouvoir. Je veux apprendre une nouvelle langue et tu peux m'aider s'il te plaît. Ces verbes ne décrivent pas une action physique, mais un état mental, une intention, une possibilité. Donc en maîtrisant ce noyau dur... En maîtrisant ce noyau dur de verbes, on s'équipe déjà pour faire face à une immense majorité de situations de la vie courante. Ce sont vraiment les briques de nos conversations. On a donc vu comment changer notre approche, comment fonctionne la mécanique essentielle et comment l'enrichir avec le vocabulaire. C'est beaucoup plus clair. Absolument. Et si on fait la synthèse de tout ça, on revient à l'idée principale des documents. Maîtriser le présent, ce n'est pas un exercice de grammaire, c'est un savoir-faire. C'est comprendre comment la conjugaison, ce squelette, s'articule avec le vocabulaire et les expressions pour construire une communication précise, vivante. C'est l'outil pour construire son identité francophone. C'est exactement ça.
D'ailleurs, il y a un dernier point, une dernière facette de ce temps qui est mentionnée et qui est fascinante. Sa polyvalence. Le présent peut aussi être utilisé pour parler du futur. Ah oui, le fameux futur proche. C'est vrai, on l'utilise sans arrêt. La phrase « Ce soir, je dîne chez mes amis » est conjuguée au présent, mais absolument personne ne pense que l'action se déroule maintenant. Exactement. Le contexte, l'indicateur de temps, ce soir, suffit à nous projeter dans l'avenir. Ça montre à quel point il est central. Voilà. Il décrit ce qui est, ce qui se répète, ce qui est en train de se passer, et même ce qui va arriver de façon certaine. C'est fascinant. Et cette dernière remarque sur le présent qui peut décrire le futur, ça soulève une question qui va bien au-delà de la grammaire. Une pensée à laisser à celles et ceux qui nous écoutent. Si un seul et même temps verbal peut exprimer l'habitude, l'instant immédiat et même l'avenir proche, est-ce que ça veut dire que la structure de notre langue nous encourage à percevoir le temps non pas comme des boîtes étanches, passé, présent, futur, mais plutôt comme un continuum fluide? C'est une question profonde. Un continuum où le présent serait le point d'ancrage à partir duquel tout s'organise. Et si c'est le cas, comment est-ce que cela façonne notre perception de la réalité elle-même?